Bienvenue à tous, ici Gia. J'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, je vous embarque pour une histoire extrêmement triste. Je pense que je dois pas être la seule, mais personnellement, j'ai toujours choqué que sur certaines notices de machines, comme le micro-ondes, la machine à laver, le four, le lave-vaisselle ou encore le sèche-linge, il y est marqué sur la notice « Veuillez ne pas mettre votre enfant dans la machine ». Personnellement, ça m'a toujours choqué et depuis un bon moment, je me suis demandé pourquoi. Comme tout le monde, on a tous entendu à un moment donné une histoire qui disait une meuf a un jour mis son enfant dans le micro-ondes, la machine à laver, etc., etc. Donc on sait que c'est arrivé, mais pour autant ça tient limite de la légende urbaine, parce qu'on sait que c'est arrivé, mais on connaît pas réellement les histoires. Et si c'est là, comme vous vous en doutez, c'est pas pour rien. C'est réellement parce qu'il y a eu des meurtres faits avec des micro-ondes, des machines à laver, des sèche-linges ou des lave-vaisselle. Et je me suis donc penchée sur ces cas qui sont pour moi extrêmement tordus, parce qu'il faut être vraiment tordu pour aller foutre son enfant dans une machine pareille en sachant ce que ça va lui faire. Ça m'a toujours choqué ce genre d'histoire et donc j'ai voulu approfondir un peu le sujet. Donc avec l'histoire d'aujourd'hui, j'entame une série de vidéos que je vais faire justement sur ce thème. Je vais vous expliquer les histoires qui ont fait que maintenant, sur nos notices, il y a cette petite phrase qui dit de ne pas mettre son enfant dans la machine. Parce que c'est quand même assez hallucinant que des entreprises aient dû se protéger en le marquant sur la notice, tellement c'est arrivé en réalité. Donc je vais lancer une série où je vais vous expliquer un peu les origines de cette petite phrase sur nos notices. Si vous êtes sensible, je vous conseille de vous abstenir de regarder cette vidéo, car comme vous l'avez compris, le sujet est extrêmement triste et peut-être perturbant. Donc voilà, si vous êtes trop sensible, abstenez-vous de regarder cette vidéo. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Penchons-nous ensemble sur la triste histoire de Joey Martinez. Malheureusement, vu la teneur de l'histoire, il n'y a aucune photo disponible pour ce sujet-là. C'est-à-dire que toutes les photos que je vais vous passer, ce sera des photos d'illustration. Je vais choisir une photo par personnage et je vous passerai la photo que j'ai choisie quand je vous parlerai de la personne en question. Il n'y a pas d'autre option. Leur identité a été protégée et je pense que vous comprendrez pourquoi à la fin. Donc du coup, il n'y a aucune photo disponible pour aucune des deux familles. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on part, devinez où, aux États-Unis. Vous inquiétez pas, je ferai pas que des histoires sur les USA. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va partir dans l'État de Virginie, dans le comté de Kent. On va y retrouver la famille Hautheux, qui est composée du couple Larry et Donna. Ils vivent dans la petite ville de Lenexa, donc située dans l'État de Virginie, qui est plutôt une ville rurale. Donc c'est une ville paisible, entourée de champs. Voilà, rural quoi. Ils sont plutôt tranquilles dans ce coin-là et ils s'y plaisent énormément. Ils auront leur premier enfant en 1979. Ce sera une petite fille et ils l'appelleront Elizabeth Renée Hautheux. Par la suite viendra un petit bonhomme qu'ils appelleront Lewis et il naîtra en 1982. En parallèle, dans la même ville, donc dans la ville de Lenexa, vit une famille qui s'appelle Martinez. Pour l'instant, les deux familles n'ont aucun lien, mais comme vous le verrez par la suite, leur destin sera lié. Eux aussi auront 2 enfants, et eux aussi auront une fille en 1979 qu'ils appelleront Alina Martinez. Et par la suite, naîtra un petit garçon en 1980 qui s'appellera Joseph Anthony Martinez. Liz et Alina étant nées la même année en 1979, elles vont forcément se retrouver dans la même école, dans la même classe et devenir très vite amies, puis meilleures amies. Elles jouent beaucoup ensemble, rigolent énormément, parlent des heures, voilà, c'est un duo de choc. Et toutes les deux vont se suivre pendant toute leur scolarité jusqu'au lycée. On est maintenant en 1994. Liz a 15 ans. Et dans sa vie va arriver un énorme bouleversement. Elle va commencer à faire des crises d'épilepsie qui sont extrêmement graves, car elle perd la mémoire quand elle a une crise, c'est-à-dire qu'elle ne se souvient plus de ce qu'elle a fait pendant sa crise, et que pendant sa crise, elle fait des choses un peu insensées. Elle est capable de faire des actions dites compliquées pour les médecins, comme par exemple mettre ses lunettes, mais pendant sa crise, elle sera par contre incapable de nommer l'objet.
C'est-à-dire qu'elle va le mettre sur le nez, elle va se servir des lunettes, mais elle ne pourra pas dire comment ça s'appelle. Son cerveau fait des espèces de blackout à chaque fois qu'elle fait une épilepsie. Pour essayer de résoudre ce problème, on va essayer de la mettre sous un premier médicament qui ne va absolument pas marcher. Lise tremble beaucoup, elle n'est absolument pas concentrée et le médicament provoque de gros effets secondaires, ce qui fait que sa scolarité sera impactée par ces crises d'épilepsie. Elle en fait beaucoup, ça la fatigue énormément et c'est très dur pour elle de se concentrer. Elle est encore toute jeune, elle a que 15 ans, donc c'est un grand bouleversement dans la vie d'une adolescente. Et heureusement, on va réussir à lui trouver un médicament. Ce médicament s'appelle le Lamictal et grâce à ça, ses crises seront enfin gérées et Lise pourra presque reprendre une vie normale. Sous la surveillance bien sûr de ses parents, mais elle reprendra une vie normale. Nous sommes maintenant 3 ans plus tard, en mai 1997. On va retrouver nos 3 adolescents, donc Alina et Joseph, les frères et sœurs, et Lise, dans le même lycée, celui de New Kent. Alina et Lise sont toujours meilleures amies, et Alina, qui est un peu chippie sur les bords, va se mettre à taquiner Joseph, donc son frère, et Lise, sa meilleure amie, en les défiant de s'embrasser. Tous les deux vont résister, être un peu gênés, mais le 28 mai 1997, à la sortie de leur lycée commun, ils vont finir par succomber aux taquineries d'Alina et s'embrasser. Et à partir de ce moment-là, ils ne se quitteront plus. Au moment de se baiser, Alina et Lise ont 18 ans et Joseph, quant à lui, a 17 ans. 1 an et demi après ce baiser, Ellie tombera enceinte de Joseph. Nous sommes en décembre 1998. Les parents d'Ellie, tout comme Joseph, vont essayer de convaincre Ellie de ne pas garder cet enfant. Ils estiment qu'ils sont trop jeunes pour assumer une si lourde responsabilité et les 3 vont essayer de convaincre Ellie de mettre fin à cette grossesse. Mais Ellie ne veut absolument pas les écouter, elle ne veut pas, elle veut garder cet enfant et elle va tenir le choc et elle décidera de garder ce bébé. Bien entendu, une fois qu'Ellie a pris sa décision, Joseph ne va pas la laisser tomber, il va rester avec elle. Ils vont élever cet enfant ensemble. Entre mars et avril 1999 va arriver une super nouvelle pour les futurs parents. Ils viennent d'apprendre qu'ils vont avoir un petit garçon, un fils. Ils sont extrêmement fiers tous les deux et Joseph se voit déjà jouer au baseball avec son petit bonhomme. Le petit couple va donc emménager chez les parents d'Ellie, donc la famille Hauteux, qui est composée du père Larry, de la mère Donna et de leur fils Lewis qui à ce moment-là 17 ans. Donc tout ce petit monde va vivre ensemble sous le même toit, en regardant tous ensemble le ventre d'Ellie gonfler mois après mois et en se disant bien que bientôt il y aura un petit poupon au milieu d'eux. Cette décision a été prise parce que Ellie a quand même des crises d'épilepsie depuis qu'elle a 15 ans et là ils vont avoir un enfant. Donc c'est bien pour le couple que les parents d'Ellie qui eux sont habitués à gérer les crises d'épilepsie de leur enfant soient là pour les soutenir. Et ils ne seront pas là pour les soutenir que pendant les crises d'épilepsie d'Ellie, ils seront aussi là pour les aider avec le bébé. Ils ont eux-mêmes 2 bébés, donc qui pourraient être de meilleurs conseils que les parents de la future maman. Entre-temps, la meilleure amie de Lise, donc Alina, la sœur de Joseph, va se marier et elle deviendra Alina Martinez Pitts. Mais après toutes ces bonnes nouvelles, malheureusement, il va arriver un drame horrible. Nous sommes le 4 juillet 1999. À ce moment-là, Ellie est enceinte de 7 mois et demi, 8 mois. Son ventre est bien gonflé, la grossesse a bien avancé et la naissance arrive incessamment sous peu. Nous sommes donc le 4 juillet, c'est le jour de la fête de l'indépendance, feu d'artifice, on se rejoint entre copains, on mange un bout, on boit un verre, on fait la fête. Et Lewis, le petit frère d'Ellie, ira faire la fête avec ses amis en voiture. Il a 17 ans, donc à cet âge-là aux États-Unis, ils ont déjà le permis, parce que comme vous le savez, ils l'ont à 16 ans là-bas. Donc Lewis va partir faire sa soirée tranquille en voiture. Il va bien s'amuser, mais malheureusement, au cours de cette soirée, il perdra la vie sur le retour dans un accident de voiture. Il n'avait que 17 ans, c'est une nouvelle accablante. C'était un jeune homme qui avait encore beaucoup d'années devant lui. Vous imaginez bien que ses parents sont dévastés. Ellie, qui aimait beaucoup son frère et qui est enceinte en plus à ce moment-là, est dans un état lamentable. Elle pleure la mort de son petit frère et est donc inconsolable.
Et un malheur en entraînant un autre, malheureusement les crises de Liz, donc les crises d'épilepsie, vont revenir à cause du stress provoqué par la mort de son petit frère Lewis. De plus, à ce moment-là, pour protéger son bébé à naître, Ellie avait arrêté ses traitements. Ça n'a pas aidé non plus. Mais pas le temps de se remettre de toutes ces émotions, la grossesse est sur la fin. Et le matin du 18 août, ça y est, c'est le grand jour. Les contractions commencent et il faut donc emmener Ellie d'urgence à l'hôpital. Le petit ange qu'ils ont tant attendu naîtra à 14h35. Ce petit bonhomme portera le prénom de son papa et en deuxième prénom, on lui donnera le prénom de Lewis en l'honneur de son oncle qui vient tout juste de décéder il y a 1 mois et demi. Le bambin s'appellera donc Joseph Junior, Lewis Martinez et son surnom sera Joey. On est donc quelques jours après l'accouchement. Ellie vient de rentrer chez elle, donc chez ses parents, pour pouvoir commencer sa nouvelle vie de maman. Et malheureusement, avec tout le stress qu'elle a vécu entre le décès de son frère, un accouchement alors qu'elle est relativement jeune et que c'est toujours une source de stress, peu importe l'âge, ses crises se sont redéclenchées. À peine arrivée chez elle, le premier jour, elle fera 3 crises d'épilepsie dans la cuisine de ses parents, dont 2 fois où son enfant Joey tombera de ses bras alors qu'elle était debout. Ça veut dire qu'un nourrisson de quelques jours est tombé des bras de sa maman à hauteur d'homme. C'est énorme. Elle a vraiment eu de la chance que son bébé ne soit pas blessé à ce moment-là. Un bébé, c'est extrêmement fragile. On parle même pas de la nuque, on parle même pas de la tête qui est même pas encore finie, pas encore formée. Il y a la fontanelle qui est ouverte. Le bébé aurait pu se faire extrêmement mal. Coup de bol, Joey va bien. Mais heureusement, Liz et Joseph sont entourés. Alina est ravie d'être devenue tante. Et on parle même pas des grands-parents, que ce soit du côté Oteux ou Martinez, ils sont tous les 4 très fiers d'être devenus grands-parents et qu'un petit bout de choune vienne agrandir le rang de leur 2 familles. Joseph est un papa poule. Clairement, il va passer un max de temps avec son bambin, il va le poupougner, il va le dorloter, il va le chouchouter, c'est la prunelle de ses yeux et il s'en occupe énormément. Mais Alina, la sœur de Joseph, va se rendre compte que sa meilleure amie, donc Ellie, commence à avoir un comportement un peu bizarre face à Joseph et à Joey. Elle va avoir l'impression que Ellie est jalouse de l'attention que Joseph porte à son fils Joey et qu'elle se sent délaissée du fait que Joseph passe énormément de temps avec son fils. En même temps, c'est normal, un nouveau-né, ça prend du temps. Je sais que souvent les couples en arrivent à s'éloigner à cause de ça parce que ils ont plus le temps pour eux. Mais là, c'est carrément la maman qui commence à jalouser l'amour que le père porte à son enfant. Ce qui est bizarre. Après, c'est peut-être une impression de la part d'Alina, mais c'est ce qu'elle ressent. Ellie, à ce moment-là, faisait énormément de crises. À un point tel que ses parents, donc Larry et Donna, chez lesquels elle vit encore, vont prendre le gamin toutes les nuits, histoire de le protéger et d'être sûr qu'il n'arrive pas d'accident. Parce que comme je vous l'ai dit, pendant ces crises, elle fait des trucs un peu bizarres et automatiques, sans vraiment être consciente de ce qu'elle fait. Et donc ils ont peur que par exemple elle fasse une crise avec le bébé dans les bras, fasse une chute et fasse du mal à l'enfant en tombant. Donc pour protéger le bambin, ils vont le prendre toutes les nuits avec eux dans leur chambre. En même temps, ils sont grands-parents, ils sont très contents de l'être. Alors franchement, prendre le petit la nuit, ça les dérange pas plus que ça. Mais au 1 mois du petit, Joseph en aura marre des règles strictes qu'il subit chez les Oteux. En effet, ils sont encore jeunes, donc les Oteux contrôlent un peu entre guillemets encore leur emploi du temps. Or, Joseph est devenu père, il s'estime adulte, il s'estime responsable, il n'a pas envie d'être chaperonné, il a envie de vivre sa vie tranquille, que ce soit sa vie de couple ou sa vie de papa, et donc il décide d'embarquer Joey et Ellie chez son père à 5 km de là. Ils vont donc partir chez les Martinez, dans le quartier The Shore, toujours dans la ville de Lenexa. Ellie, quant à elle, ne voulait pas partir car elle se sent en sécurité chez ses parents. Elle avait peur pour ses crises d'épilepsie, mais Joseph a réussi à la convaincre et donc Ellie cédera aux demandes de son compagnon. Ça fait environ une semaine qu'ils ont emménagé ce 23 septembre 1999. À environ 5h30 du matin, Joseph va se lever pour aller donner le biberon à son petit bout de choune. Il va laisser dormir Ellie car elle s'est levée pour le biberon de 23h et que donc elle a besoin d'encore un peu de sommeil. Joseph, quant à lui, s'était couché plus tôt, donc c'est son tour de se lever pour le bibi. Joseph va donc arriver dans la chambre de Joey, ouvrir la porte,
se rapprocher du lit et se rendre compte avec effroi que son petit bout de seulement 5 semaines n'est pas dans son berceau. Il va donc se mettre à hurler « Où est Joey ?» dans toute la maison, ce qui forcément va réveiller tout le monde, que ce soit ses parents ou alors Ellie. Tout le monde va se mettre à chercher le bébé dans toute la maison. Ils vont littéralement retourner la maison, ils vont regarder même carrément sous les lits de partout, et ils vont même regarder l'extérieur de la maison. Bien sûr, ils appellent immédiatement du renfort, ils appellent la famille, toute la famille, pour qu'ils aident à chercher bébé Joey. Et donc Alina viendra avec une amie à elle qui s'appelle Kelly Britton et qui viendra donc prêter main forte pour aider à rechercher le bébé. Dans la foulée, bien sûr, ils vont appeler la police pour leur expliquer qu'un enfant de 5 semaines vient de s'évaporer d'une maison et qu'ils sont extrêmement inquiets, et la police débarquera donc chez eux à 6h du matin. Avec les cris que les voisins ont entendus, ils ont très vite été alertés et ils ont très vite compris que quelque chose de gravissime était en train de se dérouler. Et vu que c'est une communauté plutôt soudée, les voisins vont tous se pointer chez les Martinez pour essayer de les aider à retrouver leur petit-fils. Donc là, à 6h du matin, sont présents les voisins, la famille complète des Martinez, les grands-parents donc du petit Joey, sa tante, les parents du petit Joey et les policiers. Tout le monde est là à rechercher ce bébé de partout. Quand les policiers questionneront Liz et qu'ils lui demanderont quand est-ce qu'elle a vu son bébé pour la dernière fois, elle dira donc qu'à 23h, bébé Joey avait faim, elle lui a donc donné un biberon et ensuite l'a recouché. Elle ne se souvient pas si elle a pris ses médicaments, tout ce qu'elle sait c'est qu'après tout ça, elle s'est recouchée. Ellie, la maman de Joey, va être tellement paniquée pendant les recherches de son fils que ça lui déclenchera à cause du stress, car comme je vous l'ai dit, l'épilepsie peut être déclenchée par le stress ou la fatigue, et là en l'occurrence, le stress lui déclenchera une crise assez forte qui fera qu'elle se mordra la langue assez sérieusement et que sa vessie se videra. Malheureusement, peu avant 6h30 du matin, soit 1 heure après l'alerte donnée pour la disparition du petit Joey, la tata du petit Joey, donc Alina, ira ouvrir le micro-ondes et quand elle ouvrira le micro-ondes, elle poussera un hurlement. Tout le monde se précipite alors et découvre avec horreur la raison de ce cri. La raison de ce cri, c'est que Joey, qui avait seulement 5 semaines, vient d'être retrouvé dans le micro-ondes. Il était encore habillé de son pyjama Winnie l'ourson. Et malheureusement, le petit bout a l'air inanimé. Malgré l'horreur et la stupéfaction, Joseph et Ellie vont réagir immédiatement et emmener bébé Joey à l'hôpital de Williamsburg, dans le comté de Kent. Mais tristement, il n'y a plus rien à faire, bébé Joey a rendu son dernier souffle à seulement 5 semaines. Bien sûr, les parents sont effondrés, la famille pareil, les voisins sont sous le choc, on a retrouvé un nourrisson dans un micro-ondes. Donc la police forcément essaie de comprendre ce qui a bien pu se passer pour qu'on retrouve un enfant dans un lieu pareil. Ellie sera donc réinterrogée par la police, mais cette fois un peu plus sérieusement, pour voir si elle se souvient pas d'autre chose, et elle redira la même chose. Tout ce qu'elle sait, tout ce dont elle se souvient, c'est de s'être levée pour donner à manger à bébé Joey vers 23h, et après de s'être recouchée. Joseph lui aussi sera bien entendu interrogé et il expliquera qu'il s'est couché avant que Ellie doive aller donner le biberon à bébé Joey. Donc il est au courant de rien, il sait absolument pas ce qui s'est passé, il dormait. La police lui demandera donc comment va sa femme et si elle est encore sous traitement pour son épilepsie. Et là, Joey leur répondra que non. Ellie a arrêté ses traitements dès qu'elle a su qu'elle était enceinte en fait pour pas faire de mal à l'enfant et donc elle n'est plus sous traitement épileptique. Et depuis qu'elle a arrêté le traitement, elle a fait 50 crises en tout et pour tout. Il expliquera aussi à ce moment-là que depuis que son frère Lewis est décédé il y a 1 mois et demi, les crises se sont empirées. Les parents d'Ellie seront eux aussi convoqués et expliqueront aux policiers, à leur demande, comment se passent un peu les crises d'Ellie. Les crises d'Ellie, comme ils leur ont expliqué, sont assez violentes. Elle est complètement perdue, mais elle est capable de faire des choses, mais de pas s'en souvenir après. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour s'assurer qu'elle aille bien après ces crises, ça peut être dangereux pour elle. Ils leur expliqueront que ça fait depuis un moment que ces crises sont sous contrôle, mais depuis l'arrêt des médicaments, c'est vraiment compliqué et les crises sont relativement violentes. Les parents de Joseph, quant à eux, diront qu'ils n'ont rien entendu jusqu'au cri de leur fils à 5h30 quand il a découvert que bébé Joey n'était plus dans son landau. Pour eux, la nuit a été calme, ils n'ont rien entendu.
Là, vous vous en doutez, vu la direction que prennent les questions des policiers, ils commencent à avoir une piste en tête. À ce moment-là, les policiers commencent à se dire que Ellie a certainement fait une crise et a mis son bébé dans le micro-ondes. Une autopsie sera réalisée sur le tout petit corps du bébé Joey et à l'autopsie, on confirmera que bébé Joey est bien mort de blessures thermiques. Autrement dit, il a été, je suis désolée du terme, mais c'est ça. En fait, il a été brûlé, cuit, je sais pas comment trop le dire, mais blessures thermiques, comme son nom l'indique, c'est des blessures par la chaleur. Donc c'est un peu un amalgame de tout, le pauvre bébé a vraiment souffert. Pendant l'autopsie, on déterminera aussi que le sang du bébé Joey est monté à 106 degrés au moment de sa mort. Les tests réalisés révéleront que le pauvre bébé Joey a été placé 10 minutes dans le micro-ondes. Le pauvre bébé est mort, comme ça, dans un micro-ondes, laissé certainement par sa maman qui a fait une crise d'épilepsie. C'est en tout cas dans cette direction que les mènent leur investigation et c'est réellement ce qu'ils pensent. Ils pensent que Ellie a fait une crise et sans s'en rendre compte, en confondant le biberon de lait de son fils et son fils, elle aurait voulu faire chauffer son biberon de lait pour le nourrir et en réalité, elle aurait mis bébé Joey à la place du biberon de lait dans le micro-ondes parce qu'elle venait de faire une crise d'épilepsie. Et comme je vous le dis, pendant ces crises d'épilepsie, elle mélange tout et elle se rend plus compte de rien. Donc pour eux, c'est ce qui s'est passé. Donc en réalité, bébé Joey est donc mort le 22 septembre 1999, à peu près à 23 heures. L'autopsie révélera qu'il est resté 6 heures dans le micro-ondes. Donc, vu qu'on l'a retrouvé à peu près à 6 heures du matin, il est mort entre 23 heures et minuit. Donc, le lendemain de la découverte du corps du pauvre petit Joey, sa maman, Ellie, sera emmenée dans un hôpital psychiatrique, forcée par la police et les médecins, qui estiment qu'elle peut être un danger autant pour elle-même que pour les autres au vu de ce qui vient de se passer. Ils veulent des analyses psychologiques, en savoir un peu plus sur Ellie, et savoir si elle est apte à être jugée ou non, si elle a conscience de ce qu'elle a fait ou non, si elle a souvenir de ce qu'elle a fait ou non. Bref, ils veulent avoir plus d'infos. Donc Ellie sera placée en hôpital psychiatrique. Et le lendemain, le 25 septembre 1999, bébé Joey sera enterré en présence de toute sa famille. Ce sera bien sûr une triste cérémonie, ce sera un minuscule cercueil qui sera présenté, et vous imaginez bien le choc que ça provoque d'assister à l'enterrement d'un petit bout qui est mort de cette façon. La famille est vraiment choquée, dévastée, que ce soit du côté Hautteux ou Martinez, ils n'en reviennent pas de ce qui s'est passé. Après leur enquête, la police inculpera Ellie d'homicide volontaire. Ellie, quant à elle, plaidera coupable pour homicide involontaire. Autrement dit, elle veut bien reconnaître que effectivement, elle aurait fait du mal à son bébé, mais que c'était pas de façon volontaire. Les peines seront donc pas les mêmes. Le procès s'ouvre donc et les témoins défilent. Joseph, le père du bébé Joey, ne prendra pas la parole au procès parce qu'il est vraiment effondré. Il est dans un état lamentable. Il vient de perdre son poupon, son fils qu'il attendait avec impatience. Il avait hâte de devenir papa. Il était très content, il était très fier. Et son bébé est mort d'une façon abominable. Il a vraiment du mal à s'en remettre. Et au passage, sa femme va être enfermée pour avoir tué leur nourrisson. Et ça, c'est pareil, psychologiquement parlant, c'est trop pour lui. Et il est dans un état lamentable, il est dévasté. Pendant le procès, des preuves assez hallucinantes seront présentées qui prouvent que Ellie était en réalité jalouse de bébé Joey parce que son père Joseph lui portait toute son attention et que donc Ellie a commencé à se sentir rejetée du fait que Joseph s'occupe moins d'elle et apparemment elle aurait développé une espèce de jalousie vis-à-vis de son fils. Ouais, sérieusement. Kelly Britton, donc l'amie d'Alina, la tante de bébé Joey, qui était là pour prêter main forte pendant les recherches, dira que ça a été réellement un choc de découvrir bébé Joey dans ce micro-ondes, car comme elle le dira, quand ils vont retrouver le petit inanimé, il était plié dans le micro-ondes. Alina, la tante du bébé Joey, dira que quelques heures après que bébé Joey ait été retrouvé, Ellie aurait avoué avoir fait du mal à Joey, parce qu'elle était jalouse du fait que Joseph ne lui portait plus d'attention. Alina et ses parents, donc les Martinez, diront avoir été choqués par l'attitude d'Ellie après la découverte de son fils. Autrefois meilleures amies, Alina a maintenant une haine profonde pour Ellie. Elle la déteste et elle lui en veut énormément pour ce qu'elle vient de faire. Encore une fois, selon les témoins présents après la découverte du bébé,
Ellie aurait osé dire que c'était pas grave parce qu'il pouvait refaire un bébé. Donc son fils vient de mourir, et elle, ce qu'elle sort à son mari, c'est « T'inquiète pas chérie, c'est pas grave, on pourra en refaire un ». On peut comprendre que la famille a été choquée. Si réellement cette phrase est sortie de sa bouche, c'est aberrant. Quand l'incident est arrivé, toute la famille Martinez vivait sous le même toit. Et ils l'ont tous entendu dire, à la découverte du corps, « Oh mon Dieu, est-ce que c'est mort ?» Alors oui, vous avez bien entendu, au lieu de dire « est-ce qu'il est mort ?», elle a dit « est-ce que c'est mort ?» Et ça, c'est quelque chose qui va choquer profondément les Martinez, et on peut les comprendre. Elle parle de son enfant, elle parle pas d'un objet. On dit ça pour une voiture, pour un stylo, mais on dit pas ça pour un enfant. Et là, elle vient d'utiliser la phrase « est-ce que c'est mort ?» à la découverte de son enfant. C'est vraiment une phrase qui est choquante. Et on peut comprendre que ça ait réveillé la colère de la famille Martinez. Après la découverte, elle a été acculée par la famille Martinez, qui était extrêmement énervée parce qu'ils étaient sûrs que c'était Ellie. Et quand ils ont commencé à l'engueuler, Ellie a fait une crise d'épilepsie. Et après cette crise d'épilepsie, elle est devenue assez bizarre, au point qu'elle en vienne à menacer la maman du couple Martinez de mort. Chose dont elle ne se souvient absolument pas. Et selon le docteur Daly, effectivement, cela est dû à ses crises d'épilepsie. C'est pour ça qu'elle ne se souvient pas de ce qu'elle a dit ou fait après la découverte de son enfant. Elle avait fait une crise, elle était sous le choc, et donc son cerveau a blackouté. Le docteur Corey Stephen, qui est donc le neurologue d'Ellie, a observé une crise similaire en mars 1999, quand Elizabeth était donc enceinte de 3 mois. Elle dit que, quand elle est en crise, elle est capable de faire des tâches compliquées et de ne pas s'en souvenir. Alors donc, appuyer sur 4 boutons du micro-ondes, c'est tout à fait possible. Heureusement pour Ellie, son docteur a filmé les séances et donc a filmé une crise d'Ellie, et ça servira plus tard. Un débat sera lancé sur l'épilepsie, car on sait qu'une crise pareille est possible, mais par contre, ce qu'on ne sait pas déceler, c'est s'il y a eu une crise ou non. Autrement dit, on peut pas savoir si elle a vraiment eu une crise ou si elle a fait ça délibérément et qu'elle a tué son enfant tout simplement. Là, il y a 2 options en fait, c'est soit elle a eu une crise et c'est donc presque un accident vu qu'elle n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait. Elle n'était pas là en fait. Son cerveau n'était plus là, elle était en mode robot, automatique, il y avait rien pour la retenir. Donc, confondre le lait et son bébé, malheureusement, en crise apparemment, ça peut arriver et il n'y a rien à faire. Ou alors, elle se sert de l'épilepsie pour camoufler un meurtre et c'est là que le débat commence. Est-ce que c'est un meurtre ou est-ce que c'est un accident ? Le procureur et les avocats de la défense d'Ellie diront que c'est une histoire extrêmement compliquée à juger puisqu'elle est entourée d'incertitudes. Le juge, avant de lire le verdict, dira quant à lui qu'il ne pense pas que dans sa carrière, il ait déjà eu un choix aussi difficile à faire compte tenu du contexte de ce qui s'est passé pour le petit Joey. Et le 4 décembre 1999, donc 1 mois et demi après la mort du petit Joey, le verdict sera rendu. Le juge John Alderman va condamner Ellie à une peine de 10 ans. Ouais, vous avez bien entendu, elle n'a été condamnée qu'à 10 ans de prison pour le meurtre involontaire, vu qu'on appelle ça un homicide involontaire, de son enfant de 5 semaines. Et accrochez-vous parce que c'est pas fini, au moment de la lecture du verdict, le juge expliquera que la peine qu'elle a reçue est 10 ans, mais qu'en réalité sur ces 10 ans, elle n'est condamnée qu'à 5, car ils ont pris en compte sa situation, et que donc elle n'aura que 5 ans de peine. 5 ans pour le meurtre, même involontaire, mais 5 ans pour le meurtre de son nourrisson. Je vous avoue que la peine m'a paru extrêmement légère. Je sais que là, faut prendre en compte la maladie, mais ouais, je m'attendais pas à une peine aussi légère. Ce qui a réellement mis le doute dans la tête du juge quant à la culpabilité de Elizabeth, ça a été les vidéos faites par son neurologue. Pendant une de ces crises, quand elle a été filmée, on se rend compte qu'elle ne reconnaît même pas sa maman après une crise. Elle est incapable de se rendre compte de ce qu'elle fait, elle est comme pas là, absente, déconnectée, et comme le dira le neurologue, c'est un blackout en réalité, il n'y a plus personne. Ellie, pendant une crise et après une crise, n'est pas vraiment là. Et c'est pour ça qu'elle n'a pris que 5 ans, car le juge Alderman a estimé qu'en réalité, elle avait confondu Joey avec une bouteille de lait pendant sa crise, et qu'au lieu de faire chauffer le biberon de son fils pour pouvoir lui donner à manger, elle a mis le bébé au micro-ondes et a gardé le biberon à la main. Larry et Donna Otto diront « Nous leur avions dit que ça nous inquiétait qu'ils partent. On savait qu'elle n'aurait pas l'aide dont elle a besoin en crise, car ils n'ont pas l'habitude.
On avait peur que Joey soit blessé, mais on ne pensait pas qu'il serait tué. A priori, les parents avaient peur que Ellie, pendant une crise, fasse tomber le petit, comme je vous l'ai dit, ou carrément lui tombe dessus, et donc ils voulaient la garder près d'elle, et Ellie est partie avec Joseph. Et ils regrettent réellement qu'elle soit partie, parce qu'ils pensent que si elle était restée à la maison, l'accident n'aurait jamais eu lieu. Et apparemment, c'est pas les seuls, parce qu'Ellie dit elle aussi regretter être partie. Elle dira « Je prends ma part de responsabilité, je n'aurais jamais dû quitter la maison de mes parents. Là-bas, Joey y était en sécurité. » Liz, après la sentence, dira qu'elle se sent comme punie pour avoir été malade, mais personnellement, je trouve qu'elle a eu beaucoup de chance. À la base, elle risquait la prison à vie, et elle a eu que 5 ans. Et avec les remises de peine, et on sait tous que les remises de peine sont énormes, la réalité est qu'elle va passer que quelques années en prison, et ça risque d'être maximum 3 ans, quoi. C'est extrêmement court. Je comprends pas pourquoi elle se plaint à ce moment-là. Et on peut pas lui enlever cette peine. Je veux dire, faut quand même qu'elle ait une peine pour ce qui vient de se passer. Mais ne serait-ce que 3 ans, c'est trop long pour elle. Et elle espérait, au fond d'elle, ne pas être punie pour un accident. Ce qu'elle estime être un accident. Parce que du point de vue d'Ellie, tout ça n'est qu'un accident. C'est sa maladie qui a tué son enfant et pas elle. Du point de vue de son neurologue, c'est la même chose. Du point de vue des parents d'Ellie, donc les grands-parents de Joey, c'est la même chose. Par contre, du côté Martinez, c'est pas du tout pareil. Alina, pour elle, c'est un acte volontaire, donc elle est outrée du fait que Ellie n'ait pris que 5 ans de prison. Les parents de Joseph, c'est la même chose, ils sont choqués. Réellement, pour eux, ils sont de l'avis d'Alina. Après ce qu'ils ont vu, après la découverte du petit Joey, pour eux, c'était voulu. Pour eux, elle a réellement mis le petit dans le micro-ondes, a allumé le micro-ondes, l'a fait tourner pendant 10 minutes et est allée tranquillement se coucher. Donc en pensant ça, on peut comprendre que pour eux, 5 ans, c'est pas suffisant. Joseph, le papa du petit Joey, quant à lui, comme je vous l'ai dit, ne dira rien pendant le procès, tellement il est abattu, il n'y a pas d'autre mot, il est plus là, c'est devenu coquille vide. Le fait d'avoir perdu son fils de seulement 5 semaines dans des conditions pareilles, ça l'a vraiment abîmé. Mais j'ai une grosse pensée pour lui parce que je me dis qu'en un temps extrêmement court, il a perdu d'abord son petit bout de choune de seulement 5 semaines, puis sa femme qui a été d'abord en hôpital psychiatrique, puis en prison, et qu'il ne reverra certainement jamais, parce qu'en réalité, il doit lui aussi lui en vouloir, et que dans tous les cas, même si lui, il lui pardonne, la famille Martinez, elle, ne pardonnera pas. Ellie ne sera plus jamais acceptée chez eux, et donc le couple Joseph et Ellie est foutu. Donc je trouve que c'est vraiment une triste fin pour cette toute jeune famille qui est en train de se construire. Ils se connaissaient depuis l'adolescence, ils étaient en train de grandir ensemble, de construire une famille. Apparemment ils étaient amoureux, ils étaient tout mignons, ils venaient d'avoir un petit bout de choune, et malheureusement ils ont tout perdu du jour au lendemain. Et malheureusement, l'histoire et le meurtre de Joey serviront entre guillemets de témoins lors de futurs procès, car ça va devenir un point de comparaison. En effet, pendant l'autopsie, on a appris énormément de choses par la mort par micro-ondes, et donc Joey servira de témoin pour les autres procès, c'est-à-dire que on se basera sur les données récupérées sur le corps de Joey après sa récupération pour pouvoir prouver que les autres meurtres ont été faits de la même façon. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est une série qu'on entame tout juste, et je vous raconterai de nombreuses histoires où, comme vous le verrez, des armes tout aussi atypiques ont été utilisées. Et c'est malheureusement comme ça que se termine l'histoire du jeune Joey Martinez. Alors pour ma part, comme je vous l'ai dit, bien entendu, si j'ai commencé à fouiller sur ces sujets, c'est que ça m'a toujours choqué, cette petite phrase « Attention, ne mettez pas votre enfant au micro-ondes ». Et je savais qu'il y avait des réelles histoires là-bas derrière, qu'il y avait réellement des meurtres qui avaient été perpétrés avec ce genre de machine, mais je m'étais jamais penchée dessus, et quand j'ai commencé, j'ai vraiment été choquée. Là, le fait que ce soit un petit bout de choune de 5 semaines, je trouve ça horrible. Et imaginez 10 minutes comme c'est long. Je sais qu'elle est en crise, mais oh mon Dieu, 10 minutes comme c'est long. C'est horrible. Franchement, je sais qu'elle a pas dû se rendre compte, mais je trouve que c'est vraiment une horrible façon de partir pour un petit bout de choune qui venait à peine de naître. Bien sûr, je suis extrêmement triste pour le pauvre Joseph. Franchement, imaginez retrouver votre enfant dans un micro-ondes, quoi. Le gars, il a dû prendre mais un choc jusqu'à la fin de sa vie. Là, il se remettra jamais, c'est sûr et certain, quoi. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aviez déjà entendu parler de cette histoire,
Et si l'histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et en attendant vendredi prochain à 18h30, prenez bien soin de vous.